Alcaraz s'impose dans un match de titan contre Alexander Zverev en 5-7 et plus de 4 heures de jeu. Franchement, c'est un match monumental. L'Espagnol a tout juste 21 ans, décroche son 3e titre en majeur après l'US Open et Wimbledon sur 3 surfaces différentes. Et ça, c'est le plus jeune à le faire. Franchement, c'est très très costaud. Il a fini en fanfare. Et à 21 ans, est-ce qu'il fait partie déjà des grands? Est-ce qu'il est déjà très grand pour son âge? Franchement, c'est tout simplement monstrueux ce qu'il nous a montré sur cette finale, l'Espagnol. Je t'invite, toi d'ailleurs, à 21 ans, qu'est-ce que tu faisais? Nous, on lançait Games Talk quand j'avais 21 ans, donc on était sur YouTube. J'étais loin d'être sur le cours Philippe Chatrier pour célébrer mon 3e sacre en majeur. Franchement, bravo Alcaraz. On va revenir sur cette finale, d'autant plus que j'ai pu y assister. C'est parti, jingle. Carlos Alcaraz s'impose contre Alexander Zverev 6-3, 2-6, 7-5, 6-1, 6-2 en 4 heures et 19 minutes de jeu. Si t'as pas eu l'occasion de voir cette finale, je vais te refaire un petit peu le déroulé de la rencontre. Dans le premier set, ça fait 6-3, on a eu énormément de nervosité de la part des deux côtés. On le sentait dès l'échauffement que ça partait pas très bien de la raquette. D'un côté, Alexander Zverev a eu du mal à rentrer dans cette partie. C'était seulement sa 2e finale en majeur après cette désillusion contre Dominic Thiem à l'US Open 2020. Il a été breaké d'entrée et Carlos Alcaraz n'a pas su garder cet avantage. Il a décidé de recevoir, mais derrière, beaucoup de nervosité de part et d'autre. Alexander Zverev, qui avait un faible pourcentage de réussite derrière sa première balle, il était à plus de 70% sur sa première, mais seulement 40% sur sa première balle en réussite et 33% sur sa seconde balle. C'était trop insuffisant pour faire mal à Carlos Alcaraz, qui lui a eu un plan de jeu très bien défini dans cette partie, même si côté coup droit, il avait du mal. Des fois, c'était trop agressif et la balle sortait, mais au niveau de ses zones au service, notamment côté égalité, où il favorisait le slice sur le coup droit de Alexander Zverev, une balle un petit peu plus fuyante, compliquée à réaccélérer. Derrière, il mettait en place parfaitement son service plus sain, et c'est surtout la variation, la variété, où il a retrouvé un très bon coup droit dans ce premier set, ce qui a fait mal à Alexander Zverev, où à chaque fois il lui donnait une balle différente, il changeait de rythme, il changeait de direction, et l'Allemand, notamment côté coup droit, il laissait échapper beaucoup de fautes, et côté revers, c'était insuffisant pour faire mal à Carlos Alcaraz. Donc un premier set logiquement remporté par l'Espagnol. Le deuxième set, il fait 6-2 pour Alexander Zverev. Alcaraz va sauver plusieurs balles de break dans le premier jeu avec son service côté extérieur aux avantages, notamment sur le revers de Alexander Zverev. Il va avoir un schéma de jeu clair. On l'a vu plutôt côté égalité, le slice sur le coup droit de l'Allemand. Et là, côté avantage, c'est plutôt l'inverse. Il allait favoriser la zone au niveau du revers de l'Allemand. Il a eu pas mal de points gratuits qu'il a su sauver, d'ailleurs à merveille. Mais cette entame de second set, on sent quand même un Allemand bien plus menaçant qui, à 2 partout, il va breaker puis rebreaker pour mener 5-2. Et derrière, il prend la manche 6-2. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les ajustements d'Alexander Zverev? Ça s'est passé sur son côté coup droit, où il a frappé beaucoup plus tendu, beaucoup plus à plat. Il est vraiment rentré dans cette balle. Il a fait mal à la balle avec ce coup droit, où avant, il trouvait beaucoup plus de hauteur, de lift. Et c'est vrai que Carlos Alcaraz en profitait pour réaccélérer, pour faire mal à l'Allemand. Et là, c'est vraiment lui qui a dicté les échanges face à un Carlos Alcaraz qui se montrait un petit peu trop agressif. Il n'arrivait pas à trouver le bon équilibre entre le contrôle et la variation. On l'a vu vraiment commettre énormément de fautes côté coup droit face à la prise de vitesse que prenait l'Allemand, notamment en jouant beaucoup plus à plat. Et côté revers, l'Allemand avait forcément l'avantage. Le 3e set, il fait 7-5 pour Zverev. Il y a un break à 3-2 où Alcaraz a ajusté sa position à la relance. Et vraiment, il va prendre la balle beaucoup plus tôt. Retourner long, profond, ça va gêner Alexander Zverev. Dans la foulée, il sauve 3 balles de débreak. Alcaraz va mener 5-2, il va perdre ensuite les 5 jeux suivants. Là encore, vraiment, on est reparti dans la caricature d'un Carlos Alcaraz qui est beaucoup trop agressif, qui manque un petit peu de variation, de variété, qui veut s'entêter à frapper fort. Et là, Alexander Zverev va réussir à faire le dos rond. Côté coup droit, il va un petit peu dominer cette diagonale. Côté revers, c'est toujours aussi propre, notamment en allant chercher le long de ligne. Et au service, il a été irrésistible. 7-5, Alexander Zverev. Le 4e set, il fait 6-1 pour Alcaraz. Il y a une décompression de l'Allemand, étant donné que quand même pour arriver jusqu'à la finale, en 33 ans à Roland-Garros, c'est le joueur qui a passé le plus de temps sur les courts. Et là, il a perdu un petit peu de vitesse, notamment côté coup droit, il faisait beaucoup trop de fautes. Carlos Alcaraz, il l'a vu, il a axé le jeu sur ce côté-là, et au service aussi, ça a pas mal diminué. Il arrive à refaire un break de retard, mais derrière, il va se refaire breaker, ce qui fait qu'il va pas du tout tenir son engagement sur cette manche face à un Carlos Alcaraz qui va retrouver énormément de grinta, de confiance, de variation. On l'a vu avec beaucoup de variété sur son côté coup droit, des changements de rythme, des changements de direction. Et là, on a un Allemand qui n'arrive pas du tout à sortir la tête de l'eau. Le 5e set, il fait 6-2 pour l'Espagnol. Il y a un break à 1 partout, où l'Allemand, il a le jeu en main, il va rater 2 volets faciles qu'il a juste à claquer, une double faute et une faute en revers. Franchement, il donne ce break. À 2-1, il y a 3 balles de débreak, 15-40, une balle limite qui pourrait être double faute, et justement, elle était double faute quand on voit le challenge à la télé. Et derrière, il ne fait pas ce break, ce débreak, l'Allemand. Est-ce que c'est un mini tournant? Oui, parce que ensuite, Carlos Alcaraz va tenir son jeu de service. L'Allemand, il va revenir
à 4-2 du coup. Il va se reprocurer des balles de break qu'il ne va pas faire, où franchement Alcaraz va sauver une balle de break sur un magnifique service volé. Franchement, chapeau à lui. Avoir du sang-froid dans cette situation, c'est très très costaud de sa part. Et derrière, il finit en trompe Carlos Alcaraz, break blanc, et pour décrocher son 3e grand chelem, un jeu maîtrisé qui fait 6-2, donc vraiment une très très belle copie de Carlos Alcaraz, qui a eu des hauts et des bas dans la première partie de la rencontre, mais qui a fini vraiment tambour battant. D'une certaine façon, c'est le meilleur match de l'Espagnol de cette quinzaine. Un mot quand même sur les deux joueurs, Alexander Zverev qui a battu d'entrée Rafael Nadal, franchement chapeau à lui derrière avoir pu enchaîner malgré des matchs compliqués contre Griekspoor et contre Holger Rune, ce qui fait qu'à chaque fois tous les joueurs, hors Novak Djokovic, et même si ça c'est vrai aussi pour Djokovic, qui battent Nadal à Roland-Garros avant les quarts de finale, Soderling et Zverev sont allés en finale à chaque fois, ils ont réussi à enchaîner, franchement c'est très très costaud de leur part. Et l'Allemand, c'était seulement sa 2e finale en majeur, il y a eu cette déconvenue contre Dominic Thiem à l'US Open, il fait quand même un super match, je trouve. On a vu vraiment ses ajustements au service, c'est extrêmement solide. Côté coup droit, quand il a la confiance, quand il arrive à le prendre plus à pas, plus tendu, et qu'il arrive à faire mal, notamment en allant long ligne, franchement c'est irrésistible. Mais globalement, il est beaucoup trop passif dans ce compartiment de jeu-là. Dans la diagonale revers, il fait très très mal, il a d'ailleurs dominé la diagonale revers contre Carlos Alcaraz. Mais son avantage sur la diagonale coup droit, était insuffisant étant donné qu'il n'en avait pas. Et vraiment la différence s'est faite là, car Alcaraz était beaucoup plus dominateur sur sa diagonale coup droit que l'inverse, où Zverev dominait la diagonale revers. Et il peut s'en vouloir en début de 5e où il y a des occasions qu'il ne fait pas, mais franchement il a montré quand même une superbe copie, un super match, et sa quinzaine elle est folle, hein. Sortir Rafa après des gros combats, il n'avait pas un parcours évident l'Allemand, donc pour sûr, même s'il a 27 ans, je pense qu'il pourra encore jouer des finales en majeur et qu'il a quand même un coup à jouer pour aller en chercher, je sais pas, à l'Open d'Australie, à l'US Open ou encore à Roland-Garros, où c'est quand même son meilleur grand chelem. D'ailleurs, il était à 10 victoires pour une défaite avant ce 5e set à Roland-Garros, quand le match va en 5-7, sa seule déconvenue c'était en 2021 contre Stefanos Tsitsipas. Mais vraiment le mastodon, c'est Carlos Alcaraz. Au meilleur des 5 manches, il est irréprochable, étant donné que lui c'était 10 victoires, une seule défaite perdue en 5-7 contre Matteo Berrettini à l'Open d'Australie 2022. Là, il ajoute une 11e victoire en 5-7 après celle d'ailleurs en demi-finale acquise contre Yannick Sinner. C'est très très propre à 21 ans ce qu'il arrive à faire quand même. Un tournoi remporté sur dur, sur gazon et sur terre battue en majeur. À l'US Open déjà c'était extrêmement costaud, il avait enchaîné les 5-7. À Wimbledon, sortir Novak Djokovic, où son niveau de jeu avait été totalement dantesque. Et là, peut-être, de ces 3 tournois, c'est là où il a le niveau de jeu le moins convaincant, je trouve, où ça pourrait paraître un petit peu comme un trompe-l'œil, jusqu'à ce match en finale où il fait vraiment une très très bonne copie, étant donné qu'à certains moments, il est tombé dans la caricature de ce qu'on n'aime pas forcément chez Carlos Alcaraz, un joueur qui frappe très fort, en cadence, sans forcément réfléchir, et on a perdu un petit peu cet Alcaraz qui apportait de la variation, du slice, des montées au filet, des amortis bien sentis, et cette grinta qu'il avait, on l'a vu par séquence, contre Sebi Korda, contre Yannick Sinner, et là on l'a vu vraiment sur cette finale, notamment à la fin. Et donc ça promet pour la suite, étant donné qu'il pourra en enquiller, je pense, des Roland-Garros. Il a vraiment un très bon jeu sur terre. Il va arriver là maintenant à Wimbledon où il doit défendre son titre. Comment est-ce qu'il va réagir? Parce qu'à chaque fois qu'il a triomphé en Grand Chelem, derrière il y a une période de décompression. Après l'US Open, on l'a plus revu quasiment jusqu'à la saison sur terre de la saison d'après. Et après Wimbledon, même s'il y a cette illusion avec la finale à Cincinnati, derrière il avait totalement perdu un peu la foi en son jeu. Et il y a eu ce titre à Indian Wells et là ce titre à Roland-Garros, mais ça a été une année compliquée. Donc ça m'étonnerait pas qu'à Wimbledon il y ait une contre-perf avec une petite période de décompression, d'autant plus qu'il avait cet avant-bras bandé où son coup droit par séquence c'était très très bon, mais après il forçait un petit peu trop, il commettait énormément de déchets. Donc j'ai hâte de le voir à Wimbledon pour voir comment il va entamer la défense de son titre. Du côté des dames, Iga Swiatek s'impose 6-2, 6-1 contre Jasmine Paolini. L'italienne n'a rien pu faire. Le seul frisson de cette finale, c'est quand elle a mené 2-1 avant de prendre la foudre de la polonaise. Et c'est vrai que depuis le second tour contre Naomi Osaka qui nous a offert le match du tournoi et cette balle de match sauvée, derrière, Iga Swiatek, elle a roulé sur l'ensemble de ses adversaires. Je te parlais d'un frisson dans cette finale. Jasmine Paolini a mené 2-1 dans le premier set et ensuite elle a perdu les 10 jeux suivants. L'italienne, malgré son beau parcours, n'avait pas les armes pour embêter Iga Swiatek par rapport à son petit gabarit. On sait que la polonaise, elle a des difficultés contre les joueuses puissantes qui l'agressent côté coup droit, qui lui privent de temps, où elle a tendance à raccourcir un petit peu côté coup droit. Et derrière, ses adversaires peuvent s'engouffrer comme une Naomi Osaka, une Elina Rybakina contre qui elle a du mal. Mais Jasmine Paolini, déjà qu'elle vivait sa première finale en major, c'était beaucoup trop compliqué pour elle. La stat qui fait peur, c'est qu'elle a perdu 17 jeux contre Naomi Osaka. Et sur ses 6 autres matchs, elle en a perdu en tout 20. 4e titre à Paris, 5e titre en majeur, étant donné qu'elle a débloqué aussi son compteur à l'US Open en 2022. Mais hormis la terre battue, c'est beaucoup plus compliqué pour Iga Swiatek sur les autres surfaces, notamment sur gazon avec Wimbledon qui arrive. C'est vrai qu'elle est plus exposée par rapport à ces profils de joueuses puissantes qui arrivent à lui priver du temps côté coup droit et où elle a tendance à être un petit peu plus erratique sur ce coup-là, étant donné que son lift fait moins mal sur ses autres surfaces. Elle égale Justine Henin à Roland-Garros, elle se retrouve à 2 longueurs de Steffi Graf et 3 de Chris Evert. Invaincue sur ses finales majeures, 30 victoires, 4 défaites en finale,
Iga Swiatek, c'est un peu la femme des grands rendez-vous. Et là, elle consolide son avance avec 3700 points d'avance sur la nouvelle numéro 2, Coco Gauff. Bravo Swiatek qui commence une campagne à Roland-Garros un petit peu comme Rafael Nadal, à voir si elle arrive à aller à 10 titres là-bas, étant donné que sur terre battue, vraiment, c'est la patronne pour le moment. Paolini ne pourra même pas se réconforter avec un sacre en double. Elle collectionne les assiettes étant donné qu'elle s'est inclinée avec Errani contre Gauff et Siniakova. Franchement, dans un magnifique match de double, je trouve que c'était très plaisant à voir. En plus, on a pu être dans les loges vu que ceux qui avaient des places pour le Châtrier pouvaient s'installer un petit peu partout. Et franchement, ça a été une superbe match avec Sarah Errani qui certes n'est pas le plus grand gabarit comme Paolini, mais a vraiment une science du jeu sur terre, une science du jeu en double. Et là, Coco Gauff, après son premier sacre en majeur à l'US Open 2023, décroche son premier sacre en majeur en double dans un très bon match. Encore une fois, je vous invite à voir quelques points. Je vais vous en mettre là parce que franchement, c'était très plaisant à regarder. Si tu ne nous connais pas, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner et ne rien manquer de l'actualité tennis. Roland Garros c'est terminé, mais Wimbledon arrive très vite. Si on fait un petit peu un bilan de cette quinzaine, comme à l'Open d'Australie, on a eu de belles surprises, des gros matchs, étant donné que maintenant pour Djokovic, pour Nadal, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui fait que les jeunes joueurs arrivent un petit peu à se faufiler. On a eu un excellent Naomi Osaka contre Iga Swiatek. Du côté des hommes, on a eu Djokovic Musetti qui a fini à 3h du matin. On a eu des favoris quand même qui ont tenu leur rang, Zverev, Sinner, Alcaraz, mais ils n'ont pas été irréprochables, ils ont tous eu des matchs compliqués. Alcaraz contre De Jong, Zverev contre Griekspoor, également contre Holger Rune, Yannick Sinner avec ses petites hésitations physiques où ça a été compliqué contre Corentin Moutet. Donc tout n'a pas été rose. C'est vrai que peut-être ça a manqué de gros matchs, on a eu quelques belles pépites, mais globalement, le niveau a eu des hauts et des bas avec pas mal de difficultés pour les favoris vraiment à rouler sur tout le monde. On voit que la marge se rétrécit petit à petit et surtout, c'est peut-être la fin de l'ère Nadal-Djokovic. On a vu Nadal qui a perdu contre Alexander Zverev. D'entrée, ça a été un coup de tonnerre, étant donné que l'Espagnol a cannibalisé ce tournoi, 14 titres, je le rappelle, Port d'Auteuil. Djokovic qui n'a ni triomphé à l'Open d'Australie, ni à Roland Garros, qui commence à avoir des alertes physiques avec cette opération au genou. Pour Wimbledon, ça semble cuit, à voir s'il arrive à se remettre pour les Jeux Olympiques, son objectif étant donné qu'il lui manque l'or olympique dans son palmarès. Et du côté des dames, Iga Swiatek a été irréprochable après sa victoire compliquée contre Naomi Osaka. Elle a roulé sur la concurrence et une fois de plus, sur terre battue, elle est vraiment impressionnante. En tout cas, le tennis a besoin d'une Naomi Osaka qui retrouve vraiment des couleurs parce qu'on a pu voir qu'elle était capable de nous faire vibrer. Très grosse surprise de la pépite russe Mira Andreeva qui a fait plaisir avec ses demi-finales, même si elle passe à côté contre Jasmine Paolini et l'Italienne qui va découvrir la 7e place mondiale. Franchement, elle peut capitaliser sur cette confiance étant donné qu'elle a décroché aussi son premier WTA 1000 à Dubaï cette saison. Et ce qui a été fort aussi de la part d'Amélie Mauresmo, c'est que Roland Garros n'a pas duré 2 semaines, mais bel et bien 3 semaines avec cette première semaine de qualification où on avait déjà l'impression d'être dans le tournoi parisien avec les meilleurs qui s'entraînaient, de très belles qualifications. Et ça, franchement, c'est une magnifique promotion pour le tennis et pour Roland Garros. Après, du côté des points un petit peu plus négatifs, il y en a plusieurs quand même. Déjà, on peut parler du public, les Français qui se sont encore fait remarquer. Il y en a qui vont dire c'est partout pareil, mais c'est vrai qu'à chaque fois, Roland Garros ou Rolex Paris Masters, il se passe des choses. Les Français ne savent pas se tenir dans les gradins, ils ont dû interdire l'alcool. Franchement, on marche sur la tête. La programmation, est-ce que le toit finalement c'est une si bonne chose que ça? Parce que ce tournoi il a été éreintant, j'ai l'impression de voir plus de matchs le soir ou la nuit que la journée, et ça c'est pas normal. On est à Roland Garros, c'est un tournoi qui se joue de jour. Et là, avec le toit, les lumières, à chaque fois, tu avais des matchs qui finissaient à 2-3 heures du matin. Franchement, c'est n'importe quoi. Le Djokovic Musetti qui finit à 3 heures du matin. Pour un joueur numéro 1 mondial, c'est inadmissible et je pense qu'il y a vraiment des corrections à apporter pour la suite. On notera également les gradins vides. Pour la demi-finale, Zverev-Ruud avec les loges vides. Pour une affiche de demi-finale, on n'est pas dans un premier tour là. Surtout qu'à chaque fois, c'est la queue pour avoir des billets, c'est sold out. J'ai dû attendre la 3e des marques pour avoir des places. La première pour les licenciés, j'étais 80 millième, j'ai rien pu avoir. La deuxième, grand public, pareil, 80 millième. La troisième, les reventes, 80 millième. Finalement, j'ai dû actualiser en masse pour avoir des places pour la demi-finale et la finale. J'ai été chanceux, mais c'est vrai qu'on comprend pas. Alors que quand on voit les gradins vides, on se demande où sont les places, où partent les places. Et franchement, ça, c'est inadmissible. Et d'une façon générale, on ne parle pas d'un fait isolé. Le public, les gradins, la programmation, tout ça, ça fait beaucoup quand même pour un tournoi prestigieux comme Roland Garros. Il y en a qui vont dire c'est partout pareil, mais là quand même, on voit qu'il y a un certain écosystème où administrativement c'est compliqué. C'est pareil pour les accréditations, le fait que quand tu es accrédité presse, etc., tu peux rien filmer si tu n'as pas les droits de diffusion derrière, donc c'est très compliqué. Et là on parle quand même d'un des 4 tournois les plus importants du monde, et franchement la France a un train de retard par rapport à l'Australie, l'US Open ou Wimbledon. Donc mis bout à bout, on se rend compte que peut-être Roland Garros c'est le pire grand chelem des 4.
En tout cas, une très belle quinzaine se termine pour nous. Un grand merci, on a passé pas mal d'objectifs. Vous avez apprécié nos nouveaux contenus, que ce soit l'histoire de Rafa, également notre débat sur les joueurs français, le tennis féminin. On apprécie vous faire du contenu un petit peu différent. C'est ce qui apporte de la valeur, c'est ça le cœur de Game Stand Talk. Une équipe aussi avec Josh qui a fait des dingueries en vidéo, Rob qui fait un travail monumental sur les réseaux sociaux. Un grand merci à l'équipe, un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux, bientôt les 14 000 abonnés, franchement ça nous fait extrêmement plaisir, on se régale. Wimbledon arrive très vite, donc si vous voulez rentrer dans le train Game Stand Talk, c'est maintenant que jamais. D'ici là, portez-vous bien, on vous prépare de très très belles vidéos. Ciao ciao tout le monde.